Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous présenter une science de la crise de conscience européenne. C'est une science qui se trouve dans le polycopier de M. Lachmitt. C'est le module de l'histoire des idées et des lumières. Alors, il faut signaler que j'ai déjà présenté cette science en français et en arabe sur la chaîne YouTube Flaubert 2020. Mais je vais la refaire en français maintenant, en français, et seulement en français, uniquement en français, parce que c'est à travers la langue française qu'on peut apprendre la langue française aisément, facilement, fluidement. Alors, je continue. Je commence par le schéma. Les récits de voyage, l'Europe définie relativisée. À la fin du XVIIe siècle, ce sont des écrivains qui vont faire des voyages pour découvrir d'autres pays. Et à travers leur découverte, on aura ce qu'on appelle la crise de conscience qui va émettre un éclatement spatial et un éclatement temporel dans les esprits des Européens pour leur pousser à changer leur conception, leur vision envers les autres pays ou bien les autres peuples. Je commence par la première partie. Les récits de voyage. L'Europe définie relativisée. À la fin du XVIIe siècle, ce sont des voyageurs, des écrivains qui vont faire des voyages pour découvrir d'autres pays comme l'Inde, la Chine, la Perse, l'Amérique. Et ils vont élaborer ça sous forme de livres, sous forme d'écrits, pour que les Européens puissent les lire par la suite. Alors le premier titre, c'est le journal du voyage du chevalier de Chadrin en Perse, 1686. Alors l'idée générale, je cite, alors la Perse est un pays que nous pouvons appeler un autre monde. Le deuxième, Bougainville, la vie de Mahomet, 1730. Je cite, les Chinois sont privés de la révélation, mais ils sont tels depuis 4 ou 5 000 ans. Commodité, abondance, pratique des arts nécessaires, études, tranquillité, sûreté. Alors l'idée générale de ces citations, c'est que même les Chinois ne connaissent pas la révélation, ou bien ne connaissent pas ni Dieu ni le livre sacré. Ils vivent dans la sûreté, dans la tranquillité, la commodité, l'abondance. Et ils pratiquent aussi leurs arts nécessaires, ils font aussi leurs études. Le troisième livre, des cérémonies de la Chine, du R.P. Lecomte. Le dernier, les dialogues avec un sauvage du baron de la Hontan, 1703. Ces voyageurs vont faire ce qu'on appelle la remise en question des croyances européennes par les lecteurs. Alors les lecteurs qui vont lire ces livres et après, ils vont changer leurs croyances basées sur des préjugés négatifs sur les peuples et les civilisations ailleurs que l'Europe, ou bien celle de l'Europe. Alors, il y a ici une comparaison entre la religion et la morale. Et ils ont déduit qu'il n'y a pas une relation de cause à effet entre la religion et la morale. Et le résultat de ces écrits trouve que les pays lointains vivent dans la vertu et différencient entre le bien et le mal sans connaître ni Dieu ni livre sacré. Alors ces récits vont causer ce qu'on appelle une crise de conscience européenne. C'est un changement de conception qui va donner par la suite la création de deux remises en question. Alors la première remise en question, un éclatement spatial, ça veut dire il y a d'autres civilisations que l'Europe. La deuxième remise en question, c'est un éclatement temporel. Il y a des civilisations comme la civilisation maya, aztèque, chinoise, perse, plus ancienne que celle gréco-romaine. Aussi, la civilisation humaine a commencé ailleurs. Alors maintenant, je passe à la deuxième partie, la critique de la Bible. Alors je lis le schéma. Alors Spinoza, Richard Simon et Bayle, ce sont des érudits, ce sont des religieux qui vont faire la critique de la Bible, qui vont pratiquer l'exégèse, qui vont éliminer certaines croyances maléfiques, pardon. Et ça contre l'Église, ou bien les églises qui croient en véracité des bibliques. En plus de la critique, il y a aussi la convergence des observations des voyageurs et des historiens qui vont donner par la fin la mise en question de la sincérité de la religion. Alors je lis le résumé. La critique de la Bible. Spinoza, c'est un philosophe juif hollandais, et Richard Simon, c'est un prêtre de l'oratoire. Alors ces deux érudits, ils vont faire la critique de l'Ancien et du Nouveau Testament, al-Ahd al-Jadid, al-Ahd al-Qadim. Contre les églises qui croient en véracité des bibliques,
Et ça a dû à la tradition et la succession des générations. Ça veut dire les générations transmettent des livres sacrés de génération en génération. Alors ces érudits, ces intellectuels vont examiner ces livres sacrés et par la fin, ils vont déduire que c'est un amalgame d'écrits. Et même Moïse, le prophète lui-même, était discrédité. Alors toute la tradition était mise en doute. On commence par Spinoza. Alors Spinoza, dans le traité théologico-politique, il va faire l'histoire même du récit et de ses rédactions successives. Il va raconter la fortune de chaque livre en particulier. Alors il va poser des questions, comment et qui, quoi. Alors comment a été recueilli, alors, qui l'a établi et quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans. Le deuxième érudit, c'est Richard Simon, qui va pratiquer l'exégèse, ça veut dire l'explication de la Bible. Alors je vais vous lire la définition. L'exégèse, c'est l'interprétation philosophique et doctrinale d'un texte dont le sens est obscur. Et ça était fait par les catholiques et les protestants. Alors Richard Simon, mu par un certain sens de l'absolu dans les écrits, il voulut radicaliser la critique et par la fin il distingue le vrai du faux. Et pour Bayle, dans ses pensées sur la comète, il a trouvé que la croyance en l'influence maléfique des comètes est fausse. Il élimine un nombre de croyances erronées dans le dictionnaire historique et critique. Il a trouvé que les athées sont honnêtes que les religieux qui peuvent être mauvais. Il a déduit qu'il n'y a pas de liaison entre la religion et la morale. Et par la fin, la tolérance est la première règle de morale humaine. Et enfin, le dernier point, les philosophes, soit clandestins ou proscrits, ils vont faire la convergence des observations des voyageurs et celles des historiens. Et je vais vous lire une citation c'était dans le livre Le Baron de la Hontan. Alors il a dit « Comment veux-tu que je croie à la sincérité de ces Bibles écrites depuis tant de siècles, traduites de plusieurs langues par des ignorants qui n'en auront changé, augmenté, diminué les paroles qui s'y trouvent aujourd'hui ?» Maintenant, je passe à la troisième partie, la leçon anglaise. Montesquieu, Voltaire, Diderot, Marivaux, l'abbé Prévost, ce sont des traducteurs et des adaptateurs des ouvrages anglais. Alors, cette leçon, basée à la fin accent E, sur plusieurs raisons. Raisons religieuses, raisons politiques, raisons économiques, raisons philosophiques, scientifiques et littéraires. Je lis maintenant le résumé. Alors, Montesquieu, dans l'Esprit des lois, Voltaire dans les lettres philosophiques, alors ils font l'éloge de l'Angleterre, ça veut dire ils brossèrent un tableau séduisant de l'Angleterre, ils l'ont nommé terre de liberté, alors ils disent du bien sur l'Angleterre. Diderot, Marivaux et l'abbé Prévost, ce sont des traducteurs des ouvrages anglais et des adaptateurs aussi. Pour Rousseau, dans la nouvelle Héloïse, fait un portrait sympathique de la liberté anglaise à travers le personnage Mellor Edward. Alors cette leçon se base sur plusieurs raisons. On commence par les raisons religieuses. Alors le schisme anglican, alors le schisme c'est la séparation des fidèles, anglican cause la diversité d'opinions religieuses. Alors Voltaire, dans les lettres anglaises, dit, je cite, « Alors s'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, son despotisme serait à craindre. S'il y en avait deux, ils se couperaient la gorge. Mais il y en a 30 et ils vivent en paix heureuse. » Alors c'est une bonne citation, il faut la prendre par cœur. Alors je continue, cette multiplicité des opinions religieuses va préparer un terrain favorable à la liberté de penser. Alors on va voir maintenant ce qu'a dit Anthony Collins dans le discours sur la liberté de penser. Alors le mot libre penseur, c'est free thinker,
cette multiplicité, alors le libre penseur, c'est le free thinker, il vient de l'anglais. Alors l'anglais a influencé la langue française, bien sûr. Ils ont une relation réciproque. Alors par la suite, cette multiplicité des sectes, des opinions, des croyances religieuses acceptées par tout le monde dans un lieu géométrique commun se trouvant dans le déisme. Alors le déisme, c'est la religion naturelle, c'est la religion raisonnable. Alors je lis la citation. Il n'y a pas de pays où la religion naturelle a été mieux déterminée qu'en Angleterre. Alors maintenant je passe aux raisons politiques. La bourgeoisie anglaise fait sa révolution en 1688. Par contre, la révolution française en 1689. Alors il y a à peu près un siècle de différence. Alors Guillaume d'Orange a chassé Jacques II. Il a donné au peuple des garanties constitutionnelles et il a régné aussi sous le contrôle du Parlement. Cette monarchie constitutionnelle et libérale, c'est l'idéal politique pour les philosophes français. Alors maintenant, je passe à la dernière partie, l'envers du despotisme. Alors le despotisme, c'est la gouvernance autoritaire absolue. Alors la monarchie absolue va connaître sa fin à cause de, c'est pas grâce au, à cause de la révocation de l'édit de Nantes et le grand hiver qui a causé la famine dans l'Europe et à l'opposition dans la cour. Et ça va nous ramener à l'effondrement total de la monarchie absolue. Maintenant, je lis le résumé. Je continue les raisons économiques. Alors ici, vous avez Voltaire dans les lettres anglaises. Il a dit que le régime économique libéral anglais, c'est le commerce. Le commerce qui a enrichi les citoyens en Angleterre a contribué à les rendre libres et cette liberté a étendu le commerce à son tour. Et là s'est formée la grandeur de l'État. L'Angleterre a choisi l'économie libérale qui va donner la liberté à tous les citoyens et aussi qui va leur pousser de commercer et d'entreprendre librement et ça va leur donner de la richesse. Maintenant, je passe aux raisons philosophiques, scientifiques et littéraires. Alors, Locke, avec son ouvrage L'essai sur l'entendement humain, 1690, traduit et réédité, alors il dit que sa pensée se pose sur deux mots. Le premier, c'est l'empirisme. Alors l'empirisme, ça veut dire l'expérience est la source de toute science. La deuxième pensée, c'est l'essentialisme. Toutes nos idées nous viennent de sens, ou bien des sens. Ainsi applique Locke ces principes à tous les domaines. Il les applique à la politique, par exemple dans le traité du gouvernement civil, dans l'éducation, par exemple de l'éducation des enfants, ce sont des livres, et à la religion dans l'être sur la tolérance. C'est tout. Alors il a une citation, il dit « Si toute science vient de l'expérience, il faut laisser chacun faire ses expériences. Il faut prôner la tolérance. » Alors c'est une bonne pensée, c'est une bonne idée. Alors maintenant, je passe à la quatrième idée, ou bien quatrième titre, l'envers du décor du siècle de Louis XIV, naissance de l'esprit de révolte. Alors, comme j'ai déjà dit, la monarchie absolue de Louis XIV a connu sa fin à cause de, premièrement, la révocation de l'édit de Nantes, qui a provoqué l'exode et la révolte des protestants. Le deuxième, le grand hiver en 1709, qui a causé la famine, et aussi l'opposition contre la politique du roi et contre les ministres et les finances. Et ça a provoqué des impôts lourds sur le peuple ordinaire.
Alors enfin, je vous remercie.